Poutine n'a pas passé une bonne journée le 6 août 2024. À ce moment-là, un petit contingent d'environ 300 soldats ukrainiens se frayait un chemin à travers des points de passage mal sécurisés vers l'oblast russe de Koursk. Non seulement Poutine n'a pas été en mesure de chasser les soldats ukrainiens et leurs aides du sol russe au cours des 2 mois qui ont suivi, mais l'Ukraine a également consolidé sa position en conquérant un territoire supplémentaire. L'Ukraine a envoyé un message clair à Poutine en conquérant plus de 90 villages et environ 450 miles carrés de territoire russe d'ici la fin août 2024. Nous sommes désormais prêts et disposés à saisir l'opportunité de vous combattre sur votre territoire, car la nature de la bataille a changé. Depuis l'invasion de Koursk, Poutine est sous le choc et l'Ukraine vient de lui porter un nouveau coup dur. Pourquoi ce coup est-il si important? Car l'Ukraine ne démontre pas seulement sa capacité à se défendre, mais même à gagner la guerre initiée par Poutine. Nous donnons toutes les réponses dans cette vidéo. Commençons par les questions les plus sensibles de la Russie. Le 10 septembre 2024, l'Ukraine a lancé sa plus grande attaque de drones à ce jour sur le territoire russe. Bien que Koursk et Belgorod aient été les principales cibles de l'invasion ukrainienne, elles sont suffisamment éloignées des grands centres urbains pour ne pas toucher immédiatement une grande partie de la population du pays. La capitale russe, Moscou, a été la cible de cette attaque. Les drones en provenance d'Ukraine ont provoqué le chaos, tué au moins une personne et détruit de nombreux bâtiments. Des drones ont également volé dans le ciel, obligeant la Russie à rediriger une cinquantaine d'avions qui devaient atterrir à Moscou vers des aéroports en dehors de la ville. Alors que l'attaque se poursuivait, 3 des 4 aéroports de la ville ont été fermés pendant plus de 6 heures. La Russie affirme que l'attaque a été en grande partie évitée. Selon Reuters, des responsables russes affirment avoir abattu plus de 20 drones ukrainiens dans le ciel de Moscou. Moscou était peut-être l'une des nombreuses cibles ukrainiennes de cette attaque, puisque 124 autres ont été abattus dans 8 régions russes différentes. La principale cible était sans aucun doute la capitale russe, mais il y en avait plusieurs autres. Immédiatement après l'attaque, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a tenté de présenter l'incident sous un jour pro-russe. Il a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses conseillers militaires d'hypocrisie et a affirmé que la guerre de l'Ukraine contre Moscou montrait la véritable nature des dirigeants ukrainiens. Peskov a appelé à la poursuite de l'opération militaire spéciale de Poutine et a affirmé que les attaques nocturnes contre des zones résidentielles ne pouvaient ne pas être associées à des opérations militaires. D'autres informations sur l'attaque ont été publiées par la BBC. Selon la Russie, la seule personne tuée était une femme de 46 ans qui a perdu la vie lorsque des drones ukrainiens ont pénétré dans des appartements de grande hauteur à Moscou. Andrei Vorobyov, le gouverneur de la ville, a ajouté que 43 habitants ordinaires avaient été relogés dans des abris d'urgence suite aux attaques. La piste d'atterrissage de l'aéroport de Joukovski a été incendiée par des drones ukrainiens, comme le montre le compte-rendu de l'attaque par le Guardian. Au lieu d'une attaque réussie, le maire de Moscou, Sergueï Sobjanin, a déclaré que l'incendie avait été provoqué par les débris d'un drone qui s'était écrasé sur l'aérodrome. Comme la Russie a toujours affirmé par le passé que les dégâts causés par les drones ukrainiens n'étaient dus qu'au fait qu'elle avait abattu ces drones, on peut se demander si c'est le cas ou non. La probabilité que les drones aient atteint leur cible est bien plus élevée. Sur le clip vidéo, on peut également voir le feu prendre sur la piste d'atterrissage à proximité d'un avion et d'un bus de passagers. Les affirmations de la Russie selon lesquelles elle aurait abattu des drones ailleurs étaient manifestement vraies. Des débris de drones tombés bloquaient l'autoroute Kashishkoye, la principale route d'accès à la Russie. À Moscou, des habitants russes ont déclaré avoir vu des explosions devant leurs appartements. Un habitant du nom d'Alexander Lee a déclaré « J'ai vu une boule de feu en regardant par la fenêtre ». Il a expliqué « L'onde de choc a soufflé la fenêtre ». D'autres attaques ont eu lieu dans les régions de Belgorod et de Koursk, où l'Ukraine attaque depuis août, ainsi que dans les oblasts de Toula, Briansk, Smolensk et Orjol. L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté l'attaque. Le Guardian affirme que certains des drones dirigés vers Moscou ont parcouru plus de 500 km pour atteindre leur cible, ce qui est en fait les plus récents d'une série d'attaques à longue distance lancées par l'Ukraine au cours des derniers mois. Zelensky a déjà déclaré précédemment que l'hostilité de Poutine était la cause directe de la récente vague d'attaques contre la Russie. L'Ukraine rend la monnaie de sa pièce car le Kremlin approuve les attaques contre les infrastructures et les citoyens ukrainiens. Il est également important de se rappeler que l'Ukraine a déjà attaqué Moscou avec des drones par le passé. Fin juillet 2023, des attaques de drones ont secoué la ville, ce que Zelensky a qualifié de processus naturel, inévitable et absolument juste dans le contexte de la guerre. Cependant, lors de cette attaque de 2023, seuls 3 drones ont été utilisés et seuls 2 bâtiments ont été détruits dans le quartier des affaires de la ville de Moscou. La dernière attaque a été bien plus destructrice et plus de 6 fois plus importante. La volonté de l'Ukraine de mener des attaques de coordonnées sur le territoire russe s'est manifestement accrue. Elle envoie désormais ses machines de guerre volantes
lande sans pilote en grand nombre pour donner à Moscou un avant-goût de ce que la Russie a fait à l'Ukraine depuis février 2022, alors qu'auparavant elle n'aurait peut-être risqué que quelques drones. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine vient de porter un coup sévère à la Russie. Mais pourquoi cette frappe est-elle si efficace qu'elle démontre la capacité de l'Ukraine à s'imposer dans le conflit? L'influence de l'attaque de drones de l'Ukraine sur Poutine est la première de plusieurs solutions possibles à cette question. Lorsque l'attaque a été annoncée, le colonel Hamish de Breton-Gordon, ancien officier britannique, a déclaré à la chaîne YouTube The Sun que l'attaque de l'Ukraine avait choqué non seulement les bâtiments russes, mais aussi Poutine. Selon de Breton-Gordon, j'ai des contacts dans les milieux du renseignement qui me disent que Poutine est ébranlé. Il est effectivement ébranlé et c'est logique. Des drones en provenance d'Ukraine ont survolé un certain nombre de palais présidentiels moscovites ainsi que des gratte-ciel. Compte tenu de la possibilité que Poutine ait pu y vivre, les drones auraient pu frapper chacun de ces bâtiments. Rien que cela aurait inquiété le chef d'État russe. Maintenant qu'il a vu la preuve en personne, il sait que l'Ukraine peut utiliser ses propres armes pour le frapper là où il se sentait le plus en sécurité. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait lancer une attaque simultanée avec 20 drones contre Moscou. Pourquoi ne le ferait-elle pas à nouveau? Après tout, cette nation a démontré la valeur des drones dans la guerre moderne et a augmenté la production de ces dangereux véhicules aériens sans pilote au cours de l'année dernière ou presque. Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien des Affaires numériques, a déclaré en février 2024 que le pays produirait des milliers de drones à longue portée d'ici la fin de l'année. Jusqu'à 10 entreprises ont déjà été chargées de la production de ces drones. Selon Fedorov, à cette date, la catégorie des drones kamikazes à longue portée, d'une portée de 300, 500, 700 et 1000 km, est en pleine expansion. Cette catégorie n'existait même pas il y a 2 ans. Ces drones permettent à l'Ukraine de mener des attaques telles que celles menées sur Moscou le 10 septembre. L'Ukraine produit un grand nombre de ces drones. Selon Defense Express, l'Ukraine prévoit de produire 1,5 million de drones d'ici fin 2024, dont 80 à 90% sont équipés d'une fonction de vision à la première personne, ce qui facilite considérablement le pilotage sur leurs cibles. L'inquiétude de Poutine est compréhensible. Les 20 drones qui ont attaqué Moscou, évitant un certain nombre de ses résidences présidentielle, pourrait avoir été un prélude à l'attaque aérienne que l'Ukraine pourrait lancer sur la capitale russe en 2025. Le fait que Poutine soit en danger à l'endroit où il se sent le plus en sécurité pourrait suffire à lui faire réévaluer les raisons de sa campagne militaire unique. Comme si cela n'était pas assez grave, cette attaque de drone a également déstabilisé Poutine pour une raison peut-être plus importante encore. Elle affecte sa capacité à se présenter comme un despote à ses sujets, décrivait un homme fort. Un homme fort était quelqu'un qui utilise la force militaire pour maintenir son pouvoir dans un environnement politique. Son style de leadership est généralement autoritaire, avec une forte concentration sur le contrôle de l'information qui atteint son public. D'autre part, un homme fort affirme souvent que le peuple le soutient, ignorant délibérément le fait qu'il a établi un système qui punit les opinions divergentes. Poutine a été très fort jusqu'à présent. L'image d'homme fort de Poutine a été un facteur déterminant pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir en Russie depuis près de 25 ans. Depuis toujours, la Russie a une profonde affinité avec les leaders forts. La sécurité est la première des priorités. Après tout, ce pays a une longue histoire d'invasion derrière lui et a des frontières avec 14 autres nations. L'esclavage et la destruction généralisée des villes ont été deux conséquences des invasions mongoles du XIIIe siècle. L'Allemagne nazie d'Hitler a failli envahir la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais seule une combinaison du climat du pays, de l'incompétence militaire d'Hitler, du soutien des amis de la Russie et d'une défense militaire courageuse de la part du peuple russe a permis à la Russie de gagner la guerre. En raison de leur histoire d'invasion, les Russes ont tendance à croire les accusations selon lesquelles quelqu'un cherche à leur nuire. Poutine a habilement exploité cette vulnérabilité. Les allégations selon lesquelles l'OTAN tente de saper l'influence russe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont terni sa présidence. Ces accusations ont été lancées bien avant le début de la crise ukrainienne et n'ont fait qu'empirer à chaque menace proférée par Poutine contre l'OTAN et ses membres pour leur soutien à l'Ukraine. Les insinuations de Poutine n'ont jamais été ambiguës. Notre nation est menacée par l'OTAN. Le seul qui puisse protéger la Russie de ce danger, c'est moi, l'homme fort. Le soutien de nombreux Russes à Poutine s'explique en grande partie par cette propagande combinée à l'histoire des invasions russes. Les anciennes générations ont également vu des améliorations dans leur vie quotidienne sous le chef de l'État russe et ont observé la résurgence de la Russie en tant que puissance géopolitique après la chute de l'Union soviétique, du moins en surface. Poutine veut que ses partisans croient que tout cela est de son fait. La tentative de diriger en homme fort présente toutefois un inconvénient. Même si un chef d'État russe est vénéré pour sa force présumée, la perte de cette force peut rapidement entraîner une baisse de sa popularité. Pourquoi suivre un homme fort qui n'est pas en mesure de gagner un combat? Poutine échoue actuellement
actuellement lamentablement à démontrer sa capacité à s'imposer au combat. En quelques semaines seulement, son opération militaire unique devrait être terminée. Au contraire, elle dure depuis près de 3 ans, au cours desquels la Russie a perdu des milliers de chars, de véhicules de combat blindés et d'autres équipements militaires, ainsi que plus de 662 000 soldats. Les habitants de la Russie ont vu Poutine commettre une erreur et se lancer dans une campagne comme dans un hachoir à viande, en pénétrant progressivement en Ukraine au prix de soldats dont il semble se désintéresser totalement. Il a dû faire face à des soulèvements internes, comme la marche sur Moscou organisée par Evgeny Prigojine, l'ancien commandant du groupe Wagner, aujourd'hui décédé. L'invasion de la Russie par l'Ukraine est précisément ce qu'un homme fort doit empêcher en tant que leader. En plus de l'invasion, l'Ukraine contrôle toujours plus de 450 miles carrés de Koursk et ses troupes sont stationnées dans plus de 90 municipalités russes. Poutine n'a pas seulement échoué à stopper la plus grande invasion du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à chasser l'Ukraine du pays qu'il était censé défendre en tant qu'homme fort. L'invasion de Koursk est la plus grande invasion sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. La forte personnalité que Poutine a construite pendant plus de 20 ans a été sapée par tous ces événements et l'Ukraine attaque désormais Moscou. La réputation d'homme fort de Poutine s'est envolée. Pour Poutine, le fait est que l'attaque du 10 septembre a montré que l'Ukraine peut frapper plus loin que la zone frontalière qu'elle occupe, quel que soit le nombre de drones que le Kremlin affirme avoir abattus. Poutine est en danger, et pas seulement lui, mais aussi son peuple. Les habitants de Moscou sont généralement parmi les plus riches de Russie, et après l'attaque de drones du 10 septembre, ils ont vu de première main comment la guerre pouvait les atteindre. Ils ont également réalisé que Poutine, malgré ses fanfaronnades, n'est pas en mesure de les défendre. Concentrons-nous un instant sur les habitants de la Russie. Dans son interview avec The Sun, de Breton Gordon constate que le contrôle du gouvernement russe sur les médias sociaux et la télévision rend difficile l'accès des citoyens à l'information. Difficile ne signifie pas impossible. Il a déclaré au Sun que cela s'étendait désormais à Telegram et à d'autres plateformes de médias sociaux. La Russie n'est pas en mesure de tout contrôler, a-t-il ajouté. On ne peut pas nier que ces drones explosifs font des dégâts à Moscou et même les propres chaînes de télévision en discutent. Alan Mendoza de la Henry Jackson Society est d'accord avec les affirmations de Breton Gordon dans une interview accordée à The Sun. L'objectif de l'attaque de drones de l'Ukraine était de rappeler le conflit aux Russes ordinaire. Considérez cela à la lumière du scénario de l'homme fort. La population russe, en particulier l'élite et même la classe moyenne en général, a réussi à occulter le conflit. Leurs enfants ne sont pas envoyés au front. Pour la majorité, la vie à Moscou n'a pas beaucoup changé depuis février 2022. Avec son attaque de drone, l'Ukraine n'a pas seulement montré à Poutine qu'elle pouvait livrer des armes jusqu'à sa porte, elle montre aussi les simples citoyens russes qui n'ont peut-être pas tout à fait compris les réalités de la guerre. Cela pose un problème à Poutine. Pour rester au pouvoir, même l'autoritaire le plus zélé a besoin du soutien de ses sujets, que ce soit par la contrainte ou par d'autres moyens. Levada, qui réalise des sondages mensuels en Russie afin de mesurer le soutien politique interne au conflit, dispose de quelques données d'enquête intéressantes. 77% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles soutenaient pleinement les activités de l'armée russe en Ukraine, selon les sondages. Si l'on considère que 68% des Russes ont soutenu l'opération militaire spéciale de Poutine en février 2022, cela semble être un chiffre respectable, voire excellent selon le même groupe de sondage. Mais en y regardant de plus près, on constate que ce soutien, prétendument croissant, est dû à la fois à un despotisme russe plus strict et à une guerre d'attention parmi les Russes. Selon le même sondage, seuls 54% des Russes déclarent accorder une grande attention à la guerre, alors qu'ils étaient 64% en mars 2022. Cela signifie qu'en juin 2024, les Russes étaient moins nombreux à s'intéresser à la bataille. Après Koursk, des attaques ont eu lieu sur Belgorod. Des drones se dirigent vers Moscou et provoquent le chaos, si bien que les Russes, qui n'ont pas vraiment fait attention, sont maintenant foudroyés. Il a été facile pour de nombreux Russes d'accepter la guerre de Poutine sans se poser de questions, car ils ne sont pas concernés par le conflit en Ukraine. Comment ces gens vont-ils réagir maintenant que la violence est arrivée à leur porte? Mendoza pense qu'un facteur important de l'attaque de l'Ukraine contre Moscou a été de semer la méfiance dans l'esprit des Russes. Selon l'analyste, la grève a attiré l'attention de la Russie, ce qui a donné à l'Ukraine l'occasion de montrer que les choses ne vont pas bien pour vous et Monsieur Poutine. Le conflit dure depuis 2 ans et demi et pourrait se terminer dans 1 semaine ou 2. Que pensez-vous de l'invasion de votre capitale?
Pensez-vous maintenant que quelque chose doit changer? Les citoyens russes devront donner les réponses à ces questions que l'Ukraine leur impose. Quant à savoir s'il y aura un changement, c'est une autre affaire. Néanmoins, l'Ukraine met ses problèmes en lumière et éveille les Russes ordinaires à la vérité sur l'opération militaire unique de Poutine. Poutine ne sera peut-être pas vaincu par l'Ukraine. Au lieu de cela, Poutine pourrait être appelé par son propre peuple, choqué de voir la guerre se dérouler à sa porte, à cesser ses attaques contre l'Ukraine. Mais que se passera-t-il si cela ne se produit pas? Poutine pourrait continuer à avancer malgré la pression que l'Ukraine exerce sur lui. Près de 2 semaines après l'invasion de Koursk, le président russe l'a laissé entendre. Poutine a déclaré par l'intermédiaire du principal conseiller présidentiel, Yuri Utchakov, face à ce projet, nous ne parlerons pas à ce stade. En d'autres termes, les négociations de paix ne peuvent d'abord pas commencer tant que l'Ukraine occupe Koursk et elles ne commenceront pas tant que l'Ukraine attaquera Moscou. Au vu de ces déclarations, l'Ukraine pourrait être contrainte de poursuivre son combat plutôt que de compter sur la forte personnalité déclinante de Poutine pour faire le travail à sa place. Si c'est le cas, l'Ukraine est plus encline à prendre le risque, comme le montrent les attaques de drones contre Moscou. En 2024, les combats en Ukraine se sont en grande partie arrêtés. Des dizaines de milliers de soldats ont été sacrifiés, tandis que la Russie étendait lentement son territoire en Ukraine. On dit que la Russie a gagné 339 km² de territoire au cours des 5 premiers mois de l'année 2024. Selon ISW, la Russie aura acquis un total de 453 miles carrés de territoire entre janvier et juillet 2024, si l'on considère que la superficie totale de l'Ukraine est de 233,30 miles carrés. Une augmentation de seulement 453 miles carrés en 7 mois n'est guère significative. Selon Mendoza, certaines personnes, même en Occident, pourraient être devenues complaisantes en raison de cette impasse. La combinaison des attaques de drones de Moscou et de l'invasion de l'Ukraine par le Koursk sert de rappel opportun à l'Occident qu'il est toujours au cœur de la guerre d'usure de Poutine. Selon Mendoza, l'Ukraine a réussi à rappeler à l'Occident au cours des 2 derniers mois que la guerre peut être gagnée. En attaquant Moscou avec des drones, l'Ukraine a pris un risque. Cela peut paraître un peu grossier, mais elle devait prendre ce risque. L'attaque a rendu la guerre un peu plus dramatique. L'attaque du Koursk n'est pas différente. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait lancer une attaque à l'intérieur de la Russie sans inciter Poutine à utiliser les armes nucléaires dont il a souvent menacé tout au long du conflit, tout en signalant au monde qu'il devait faire attention. Pourquoi est-ce important? Chaque attaque non résolue au sein de la Russie sert à l'Occident de preuves supplémentaires qu'il est sûr de lever les restrictions imposées à l'Ukraine. Il y a toujours eu des lignes rouges, même si l'OTAN a systématiquement soutenu l'opération militaire particulière de Poutine. Même avec des licences limitées, l'Ukraine n'était pas autorisée à utiliser des armes occidentales en Russie. Elle n'était pas en mesure d'atteindre des cibles russes avec des missiles à longue portée. Elle n'était pas autorisée à posséder des F-16. En bref, l'Occident hésitait à accorder un soutien aussi important à l'Ukraine de peur que Poutine n'agisse contre les pays de l'OTAN. L'Ukraine était alors engagée dans des combats au sol. De plus, elle a franchi ses lignes rouges, des F-16 sont désormais présents dans le pays. Elle utilise des armes occidentales pour attaquer des cibles russes. Au moment où nous parlons, il se trouve même à l'intérieur de la Russie. Les missiles à longue portée sont la seule ligne rouge réelle restante et l'Ukraine utilise des incidents comme ces attaques de drones sur Moscou pour convaincre l'Occident qu'il est acceptable de franchir également cette ligne. La Russie affirme qu'elle ne répliquera pas à l'Occident. Même les véritables représailles contre l'Ukraine pour ces attaques échouent. Dans un entretien avec The Sun, Mendoza résume son point de vue. Les attaques contre les bases de drones et de missiles russes contribueraient sans aucun doute à réduire la pression sur plusieurs installations militaires ukrainiennes soumises à des attaques à longue portée, ainsi que sur les civils ukrainiens, ce qui est d'une importance cruciale, argumente-t-il. Selon Mendoza, ce sont des cibles légitimes pour un conflit. Ils sont seulement tabous pour le moment parce que nous ne permettons pas à l'Ukraine de les attaquer avec ses armes. Mendoza et de Breton-Gordon estiment tous deux que cela doit changer. La probabilité que l'Ukraine soit autorisée à utiliser des missiles à longue portée pour attaquer des cibles russes augmente avec chaque risque qu'elle prend avec succès. Bien que l'autorisation officielle d'utiliser les missiles américains Atacm et les missiles britanniques Storm Shadow soit toujours attendue, elle se rapproche. Le sujet a été discuté récemment lors d'une rencontre entre le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer. De nombreux membres de l'OTAN sont également favorables à la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine. En premier lieu, Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Le président finlandais Alexander Stubb est également favorable au plan, probablement parce qu'il estime que son pays serait en danger si l'Ukraine perdait contre la Russie.
L'attaque de drone de l'Ukraine contre Moscou sert un objectif qui va au-delà de la sape de l'image d'homme fort de Poutine et de l'insécurité de ses partisans. Il a également semé de telles graines en Occident. Le président russe n'a rien fait d'autre que de regarder la capitale de son pays se faire attaquer, et ce n'est pas la première fois. Il n'a rien fait lorsqu'il a été témoin de l'invasion de Koursk moins de 2 mois auparavant. La prise de risque de l'Ukraine envoie un message fort à l'Occident, à savoir qu'il est normal de se défaire de ses chaînes. L'attaque de drone de Moscou pourrait servir de prélude à de futures opérations bien plus destructrices sur le territoire russe, si l'Occident, et notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec leurs missiles à longue portée, donnent son accord. Poutine en sera terrifié, tout comme la rumeur selon laquelle l'Ukraine pourrait ne pas avoir besoin de missiles de l'Occident. Rustem Umerov, le ministre ukrainien de la Défense, a déclaré lors du 2e Forum international de l'industrie de la défense du pays que l'Ukraine avait déjà dépensé 4 milliards de dollars pour son propre programme de missiles balistiques, qui comprend le développement de drones nationaux et d'autres armes à longue portée. Les missiles sont presque prêts à être lancés. En août 2024, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait testé avec succès ses premiers missiles balistiques. L'Ukraine peut continuer à coopérer pour développer ses propres armes, même si l'Occident lui interdit d'utiliser des missiles à longue portée. Selon Umerov, cela est d'une importance capitale. La signature de contrats à long terme pour la fabrication, la fourniture et l'entretien d'armes est un élément important de cette coopération afin de garantir l'approvisionnement à long terme de l'armée ukrainienne, a-t-il déclaré, évoquant la nécessité pour l'Ukraine d'attirer des partenaires d'investissement étrangers pour son industrie de défense en pleine expansion. Poutine a 2 problèmes avec l'attaque de drones à Moscou, où d'une part, l'attaque soutient l'hypothèse selon laquelle Poutine ne prendra pas de mesures de rétorsion contre l'Occident en cas d'attaque sur le territoire russe. Même si des drones ukrainiens avaient mené cette opération, l'Occident serait néanmoins plus enclin à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre des cibles russes. L'Ukraine montre toutefois qu'elle peut gagner cette guerre sans cette autorisation, même si elle n'est pas accordée. Le secteur des drones en Ukraine est robuste. Le pays développe des missiles à longue portée capables d'atteindre des cibles russes et investit des milliards de dollars dans la défense. Même si l'OTAN prend au sérieux les menaces de Poutine de prendre des mesures de rétorsion pour l'utilisation de missiles à longue portée, il est toujours en danger car l'armement de l'Occident n'est pas nécessaire tant que l'argent continue à affluer. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine? Le président russe est particulièrement irrité par la récente attaque de l'Ukraine contre sa propre capitale. L'image de Poutine en tant que leader puissant, capable de défendre la Russie, est durablement entachée. Sa base de soutien s'affaiblit encore davantage lorsque son peuple est contraint de subir les atrocités de sa guerre. Mais le pire, c'est que l'Ukraine ne cesse de prouver qu'elle est prête à prendre les risques nécessaires pour gagner la guerre lancée par Poutine. Si les partisans de Poutine ne le renversent pas en premier, cette prise de risque pourrait être à l'origine de la chute de la Russie. Les oligarques sont un autre facteur à prendre en compte. Poutine doit s'assurer le soutien de ces Russes extraordinairement riches, ce qu'il a réussi à faire pendant la majeure partie du conflit. Il est vrai que ces oligarques ont été durement touchés par les sanctions occidentales. Comme le souligne Breton Gordon dans son interview avec The Sun, ils ne peuvent actuellement pas visiter leur super yacht en Méditerranée ni leur chalet de ski dans les Alpes, mais au moins leurs enfants n'ont pas été envoyés sur le front en Ukraine. Pour les oligarques, peu de choses ont changé, mais maintenant que le conflit se rapproche de Moscou, les choses commencent à changer. Selon Breton Gordon, ce sont ces personnes qui feront la différence. On peut espérer qu'elles renverseront le gouvernement et que plutôt que de renverser Poutine, elles le feront de l'intérieur. Poutine perdra la bataille en Ukraine s'il perd les oligarques. Peut-être l'a-t-il déjà fait, il n'en est simplement pas encore conscient. L'impact complet des attaques de drones ukrainiens à Moscou ne sera connu que plus tard. La volonté de l'Ukraine de prendre des risques a toutefois montré qu'elle pouvait gagner cette guerre. Pensez-vous toutefois que de telles opportunités seront payantes? L'attaque de drones de septembre était-elle la première d'une série planifiée par l'Ukraine contre la capitale russe? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans la section des commentaires.